Les Audacieuses, c'est le premier podcast Société de Podcasters Média. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Média, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Marie-Pierre Dillen-Séguer, première question. Pouvez-vous dire que vous êtes une audacieuse ? Résolument, par défaut, je pense, au départ. C'est-à-dire que d'abord, il faudrait presque définir l'audace. L'audace implique une prise de risque et d'oser être résolument hors de l'ordinaire. On va dire que ce n'a pas forcément été un choix, dans le sens où j'ai suivi la personne que j'étais et j'ai réagi aux contraintes ou aux difficultés, à un moment donné, un gros problème de santé où on m'annonçait 3 mois à vivre, il y a 25 ans. Je me suis repositionnée face à des obstacles qui peut-être pour d'autres auraient été pris plus au sérieux que je ne les ai pris. Donc, mon audace n'est pas un choix qui serait révolutionnaire, où je me mettrais moi en avant, quoi qu'il arrive, de manière à tracer ma route. Non, elle a été le résultat d'une attention quotidienne et sur le long terme au, au passage de gué, aux décisions. Je choisissais et je continue toujours à choisir les options qui alimentent ma vitalité. Donc, quand on m'a annoncé que je n'avais que 3 mois à vivre, j'ai entendu, j'ai accepté une opération qui semblait terminale, mais rien de mon cœur, de mon âme, de mon esprit ne s'est vraiment effrayé. J'ai accepté et me suis rendue disponible pour la vie qui me resterait, s'il m'en restait, au réveil de l'opération. Alors, c'est une réponse longue, mais... Elle est fondamentale, cette réponse. Vous aviez quel âge à ce moment-là, Marie-Pierre ? J'ai 62 ans, j'avais 37 ans. 37 ans, d'accord. Donc, à partir de cette étape, ou cette épreuve, selon, alors, racontez-nous, avant de nous raconter votre parcours qui, j'en suis certaine, est passionnant, dites-nous, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous êtes aujourd'hui. Alors, on peut dire en faisant simple que je suis auteure, mais que je suis avant tout praticienne. J'ai tous les jours des personnes en consultation. J'utilise parmi la palette de mes outils d'accompagnement la connaissance des disciplines énergétiques chinoises, mais dans laquelle il y a aussi l'art de la guerre, le yiking, etc. C'est-à-dire que ma focalisation est résolument, quelle que soit la question qui est posée sur la table, la levée des obstacles au déploiement de la vitalité de la personne que je rencontre ou qui me rencontre. Parce que c'est ce potentiel de vie avec lequel nous arrivons tous dans ce monde-ci qui souvent se retrouve en noir et blanc, au fil des années, au fil d'expériences limitantes. C'est ce potentiel de vie que je m'attache à réveiller, cerner, optimiser continuellement. Donc j'ai un travail de consultant. D'accord. Vous avez écrit plusieurs livres, on va en parler, mais de façon très concrète, aujourd'hui, comment est-ce qu'on vous croise ? On me croise par le biais d'occasions comme celle que vous me donnez, de prise de parole, par le biais de podcasts, par le biais d'une chaîne YouTube où je parle tous les mois.
Je donne des conférences. Alors là, ça commence à faire la route est un petit peu longue, hein. Tous les ans, au moment du Nouvel An chinois, je donne une présentation, une conférence qui décrit, non pas ce qui va arriver dans l'année qui vient, mais qui décrit les qualités énergétiques, en fait, la météo temporelle de l'année qui vient. Ces conférences sont très suivies. Maintenant, elles sont sur Zoom, hein, depuis, avant, elles étaient en présentiel, on va dire. Et elles sont très suivies parce que je pense par exemple à des situations comme l'année d'une récession, euh, euh, encore une fois, de savoir le contexte énergétique dans lequel nous mettons les pieds va rendre les personnes compétentes et en alerte plus compétentes parce qu'elles ont une visibilité qui souvent en mode très compétitif, concurrentiel, ou économique, fait la différence. Ayant un passé initial quand même dans le monde de l'entreprise, d'abord en France et surtout aux États-Unis, mon discours a une applicabilité économique. Hein. Ce n'est pas simplement comment se sentir bien la semaine prochaine. Enfin, permettez-moi de faire cette boutade. Vous avez évoqué cet autre pays. Racontez-nous, vous vivez donc entre la France et les États-Unis. Comment vous organisez? Moi, je vis à Boston, enfin à Cambridge, sur la côte est des États-Unis, mais en fait beaucoup un petit peu au sud, qui est la presqu'île de Cape Cod et qui est un territoire, le territoire de la tribu des Wampanoag, qui sont ces Indiens qui ont accueilli Native American, hein, qui ont accueilli les colons anglais et qui l'ont payé cher en 1620. Donc ma résidence est aux US, une grande partie de ma clientèle est aux US, mais j'ai gardé des liens forts et notamment d'écriture puisque mes ouvrages sont en français avec la France et je suis régulièrement, en tout cas avant Covid et je pense que ça va revenir, hein, présente en France et à Paris notamment. J'ai longtemps pensé, on parlait d'audace au début, hein, j'ai longtemps pensé qu'il me fallait choisir entre la France et les US, c'est-à-dire entre un ici et un ailleurs, jusqu'à ce que je réalise que ce choix, cette utilisation d'une alternative n'avait pas lieu d'être. Et le jour où je me suis posé la question, mais est-ce que ça ne pourrait pas être l'un et l'autre au lieu de l'un ou l'autre, je pense que je me suis installée dans une fluidité plus grande de pratique de part et d'autre de l'océan. Hein. Et, et justement, donc je suis franco-américaine euh, et, euh, et Et c'est bien, et c'est oui, bien, et oui, vous êtes bien dans cette situation. Ce que vous délivrez là, Marie-Pierre, est un message important puisque avec ce que nous venons de traverser, et ce que nous traversons encore, hein, j'évoque évidemment la pandémie et cette question du Covid. Beaucoup de personnes se sont un petit peu déplacées, sont allées se réfugier dans leur campagne, et cetera, et se posent ces questions aujourd'hui de savoir quel est vraiment leur lieu de vie. Le lieu de travail, on le connaît et on sait qu'il peut être entre guillemets «digitalisé». Alors déjà, le message que vous venez de délivrer est un message important. C'est pas ou, ça peut être et. Donc ça, c'est un premier sujet. Alors votre dernier ouvrage, qui s'intitule «Debout, la force de s'incarner», est très, conjoncturel puisque vous l'avez écrit très récemment, donc pendant cette période, c'est bien ça? Je l'ai, on va dire qu'il s'est imposé à moi puisque j'ai moi-même, avant d'écrire ce livre, en début 2020, je me suis retrouvée confrontée à la maladie la maladie actuelle, revenant de New York en janvier 2020 où j'avais passé du temps au sein de la communauté chinoise qui faisait ses emplettes pour le Nouvel An, etc., dans des lieux quand même très euh, enfin où il n'y avait pas de distance sociale, on va dire, hein, sans geste barrière. Et donc je me suis retrouvée terriblement malade. J'ai failli passer à un moment donné où la médecine ne pouvait pas identifier finalement la réalité du virus qui m'avait mise à plat. Et j'ai pris conscience à ce moment-là, alors je me suis aussi vue, quand même ça a été difficile, je me suis presque vue partir, mais j'ai pris conscience à ce moment-là de la j'avais déjà conscience de la souffrance qui pouvait se dire dans l'intimité des consultations. J'ai pris conscience de l'importance de délivrer un message simple, clair, euh, euh, déculpabilisant, permettant
à notre société ou à ceux qui ont les yeux ouverts et qui enfin, je vais être simple, hein, permettant de sortir de postures habituelles où nous nous étions habitués à souffrir d'une certaine manière parce que avant même que puisse se poser la question est-ce que je peux travailler en province ou est-ce que je peux être à cheval sur 2 lieux, la question même du télétravail était très difficile puisque ça s'arrachait à l'arraché. Hein, ensuite est arrivée une période qui l'a presque rendu obligatoire, enfin qui l'a rendu obligatoire dans un certain nombre de cas, permettant, malgré toutes les difficultés du confinement, mais permettant une prise de distance avec des environnements parfois très bétonnés, dans des immeubles magnifiques, mais dont on ne peut pas ouvrir les fenêtres, en cohabitation avec des collègues que l'on apprécie, mais qui peuvent aussi marcher sur nos plates-bandes. Donc, ce livre a été écrit au moment où j'ai compris l'inutilité de la part de mes consultations d'accompagnement pour permettre à des personnes finalement de durer dans des environnements qui ne leur convenaient pas. Ma phrase est un petit peu compliquée, mais donc, en me relevant, je me suis dit que j'ai le choix de continuer à passer mes messages, les techniques, les exercices, enfin, au fil des consultations. C'est du monde, mais pas beaucoup de monde par rapport à ce qu'un livre peut faire. Et donc, il est né d'une urgence à transmettre l'importance de prendre chacune d'entre nous au sérieux, à la fois les signaux que nous envoie le corps en nous disant bon peut-être que ça ne va plus de rester à tel endroit, mais aussi de nous reconnecter à nos forces de vie, nos forces de vitalité. L'enjeu n'est pas tant de bosser ou de pas bosser, par exemple, mais de repérer les lieux dans lesquels nous pouvons continuer à fonctionner, à cartonner, même professionnellement, mais en n'étant pas systématiquement en accord, en acceptation tacite avec comment on appelle ça, avec des situations qui nous rongent. Parfois, un boulot difficile fait à un autre endroit, en télétravail, va mieux se passer. Parce qu'il y a aussi la question de la qualité du lieu, hein. Nous sommes habitués à considérer que, j'exagère là, hein, mais que le travail peut être difficile, que nous devons accepter. En fait, et nous sombrons parfois, souvent, encore une fois, c'est en tant qu'accompagnement que je peux accompagnant que je peux le dire, hein, dans le tout ou rien. Je perds, si je suis ce qui me fait du bien, je vais perdre ces revenus. Or, de la même manière que je disais tout à l'heure, entre pour moi la France ou les États-Unis, il y a eu une prise de conscience que ça pouvait être l'un et l'autre. Il n'y a pas de compromis à faire avec notre capital santé, notre capital de vie. Et la période actuelle, aussi difficile soit-elle, crée des fissures dans nos modes de faire. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est une opportunité majeure à saisir. C'est à saisir maintenant, dans l'année qui vient, pas dans 2-3 ans, pour Pardon Marie-Pierre, je vous interromps. Ce que vous dites là, c'est fondamental pour la plupart des générations. Je pense notamment aux jeunes qui, dit-on, et certainement à raison, ont beaucoup souffert de cette période. Est-ce que vous pensez que pour ces jeunes générations, la période que nous vivons va être, pour un certain nombre d'entre eux, assez fondatrice de ce que va être leur vie? La réponse est sans hésitation oui. Et la souffrance ambiante, on parle de leur désarroi, on parle aussi de suicide, on parle de vrais drames, de vraies difficultés. Je pense qu'il y a un sujet qui est parfois tabou, hein, c'est celui de
non pas de l'importance de la difficulté, enfin, si je m'écoute, je dirais de l'importance de la difficulté, mais le sujet tabou, c'est que nous nous étions habitués à une société où tout doit être fluide, où nous sommes protégés de tout risque, où or, nous avons habitué, y compris nos enfants ou les générations qui nous suivent, à être comment dire, à attendre des solutions venant de l'extérieur. Or, ce que moi je contacte dans les jeunes générations actuelles, hein, c'est que oui, il y a de la souffrance, mais qu'elles sont laissées, il y a un appel majeur à la capacité humaine de trouver des solutions. Eux ne nous ont pas entendu lapsus, hein, ne nous ont pas attendus pour travailler déjà beaucoup en réseau, hein, pour oser dire non à des situations que nous tardons parfois à quitter. Donc oui, il y a un énorme désarroi, mais en même temps, les générations qui sont les plus adaptables aux transformations qui viennent, est capable de rêver. Dans mon deuxième livre, je parlais du terme d'oser, hein, d'oser envisager des solutions nouvelles. Euh, et là, il y a quelque chose de clé, qui ne sont pas connues d'avance. C'est là que ça bug. Hein. Comme nous ne savons pas la suite, alors qu'on a l'habitude, tous ceux qui sont en entreprise, de planifier, d'avoir des tableaux de bord, etc. Comme nous ne voyons pas la suite, et que nous avons oublié que l'humanité s'est sortie d'un nombre incommensurable de crises depuis des siècles, nous mettons au point mort. Or, moi je pense que nous avons la capacité, mais on va simplement dire qu'il y a une opportunité majeure d'inventer la suite. Et ça, si on regarde un petit peu de près, je vois le nombre de personnes qui ferment une porte, jeunes, qui en ouvrent une autre. Et nous avons, nous, en tant que plus âgés, à ne pas tout de suite mettre sur la table nos doutes, nos questions. Ah, mais comment tu vas faire? Mais comment tu vas payer ton loyer? Mais peut-être que le loyer, je vais pas prendre un loyer, je vais être hébergé de manière temporaire. Bon, à l'heure actuelle, le court terme est porteur de solutions parce que, mais à ce moment-là, il faut sortir de notre habitude à toujours tabler sur le très long terme. Les baux sont de 3 fois 3 ans, par exemple. Mais peut-être que d'autres formes de négociation sont en train de se mettre en place. Le marché de l'immobilier, vous savez, de bureaux, a beaucoup souffert, c'est certain. Mais du coup, c'est une les plus agiles vont proposer vraisemblablement des ajustements de bail, de loyer. La crise force au retour d'une souplesse dans les rouages. Parce que de toute façon, les rouages précédents ne peuvent plus fonctionner, ils sont grippés. D'accord. Alors, Marie-Pierre, ce que vous proposez dans votre dernier ouvrage, je rappelle le titre Debout, la force de s'incarner. Comment on peut le qualifier? C'est un entraînement, une méthode pour se repositionner en cette période nouvelle, peut-être libératoire ou libératrice, comme on voudra. Comment vous pourriez le définir? Alors, j'adore vos questions, vraiment, c'est top. Hein. Le terme que j'utiliserai pour décrire mon livre, ou en tout cas mes 2 derniers livres, c'est celui de boîte à outils. Et de la même manière que lorsque on se sert d'une boîte à outils, on n'a pas besoin de prendre l'ensemble des outils en revue. Le livre est conçu de manière à pouvoir y entrer par plusieurs portes. Il y a la première qui est la première fois qu'on l'a entre les mains. Je conseille même de l'ouvrir n'importe où et de voir ce que le livre, la main que le livre va vous tendre à ce moment-là. Autrement, il y a comment dire, il y a une liste d'épreuves, par exemple. Alors, il ne faut pas avoir peur, hein, c'est juste une manière de présenter presque, on pourrait dire, les archétypes des situations de difficultés que nous pouvons rencontrer. Donc,
par exemple l'épreuve de la forêt, quand on est désorienté, perdu, l'épreuve de la tombe, quand on se croit enseveli avec des dossiers et qu'on n'arrive plus à finalement presque à respirer. Donc mes livres ne sont pas forcément à lire de manière linéaire, du début jusqu'à la fin. Ils sont à ils sont à explorer. On y pioche les exercices, les peut-être même des rituels simples, hein, qui sont tous connectés à des solutions nous permettant de sortir des ornières, des habitudes dans lesquelles la vie, les situations nous enferment. Donc, c'est donc une boîte à outils finalement, c'est ça le Mmh. mot. Ouais, c'est une bonne image. Pourquoi en chercher une autre puisque celle-ci est efficace et qu'on comprend bien qu'on va y piocher, pour reprendre le verbe que vous avez utilisé, le bon outil au moment où on est en question? Marie-Pierre, on entend bien le service que vous rendez. Là aussi, la formulation vaut ce qu'elle vaut. J'aimerais quand même mieux vous connaître. J'ai bien entendu que dans votre vie, il y avait eu des instants de questions, pour ne pas dire de rupture, en tout cas des grandes étapes, et notamment celle que vous avez vécue lorsque vous aviez 37 ans. Euh, D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes à ce point dans la résolution des choses? Ah, elle est Non mais difficile ma attendez, question. comment est-ce que je vais répondre à une question pareille? J'ai pas la réponse, hein, mais ce que je peux dire, c'est que je repère, peut-être même depuis l'enfance, hein, je suis officiellement enfant unique. J'ai passé beaucoup de officiellement parce que ma mère a perdu deux petits garçons, enfin avant moi, après moi, des grossesses tardives en fait. Donc, mais officiellement enfant unique, ayant passé beaucoup de temps seule dans des jardins, on s'occupait pas forcément de moi, donc je me suis mis à observer et à inventer moi-même des solutions aux difficultés que je pouvais rencontrer. Par exemple, hein. Ben Euh, voilà une belle réponse. bah Voilà une oui, belle réponse. ça, je on peut dire mais en même temps, c'est une certaine forme d'adversité, qui au lieu de m'ensevelir, a été vue comme une opportunité d'élargir le champ. Le champ, moi, je suis beaucoup en lecture des signes, hein, mais les signes, c'est pas, de repérer, les fantômes qui existent pas, forcément ou qui peut en tout cas, c'est pas forcément le sujet, mais c'est que quand je suis en fait tombée dans la chose chinoise ou dans la pensée chinoise, c'est parce que je ne trouvais pas dans ma culture, je suis née en Alsace, hein, je suis née, je suis bien française quand même, je ne trouvais pas dans ma culture d'éléments de décodage, d'explication de ce que moi je voyais comme étant des signes potentiellement signifiants. Hein. Donc, par exemple, enfin, je sais pas si j'ai besoin de donner là vraiment des exemples. Donc, ayant découvert très tôt, à 17 ans, le Yiking. Le Yiking, c'est un grand classique de la pensée chinoise, présenté comme un ouvrage de divination, mais tout simplement, c'est une technique qui permet de poser une question que l'on a, non pas à un individu. Vous savez, à l'heure actuelle, tous ces experts qui savent beaucoup plus que la personne, et bon, mais à l'univers. Et l'univers va trouver une manière de nous répondre. Donc ça a été quand même formateur pour moi de me rendre compte que dans un certain nombre de cas, l'adulte où l'expert n'avait pas la réponse, mais qu'elle allait se trouver euh, en chemin, où parce que j'allais faire attention finalement à ce qui me met en joie, et plus je suis en joie, plus je suis en vie, capable de passer le énième coup de fil en fin de journée que autrement je n'aurais pas le courage de passer, par exemple. Donc il y a eu ça en début de vie, et aussi une curiosité, mais ça fait partie de ma nature. Dans mes bouquins, je parle du potentiel inné avec lequel nous naissons, qui est parfois balayé ou émoussé
par toutes les acquis. C'est merveilleux d'avoir des acquis, hein, par l'école, par l'université, par, tous les apprentissages, et je crois que mon travail cherche à réhabiliter la part ou réhabiliter, puis aussi à faire de la place à notre instinct, et pas notre instinct de survie, notre instinct de vie, notre force intuitive, qui pour moi donc appartiennent plus, on pourrait dire, au cerveau droit, hein, à un moment où je pense que notre société, notre humanité, rencontre des murs parce qu'elle n'a fini par fonctionner beaucoup qu'en cerveau gauche. C'est-à-dire que de manière logique, avec des tableaux, avec des chiffres, avec des ça. Moi, j'accompagne à l'heure actuelle ma mère qui est très âgée, et il y a beaucoup à dire sur tout ce qui existe en termes dans le monde médical, en termes d'efficacité, avec parfois simplement l'absence d'une capacité à toucher l'autre, d'une absence d'humanité. Hein, donc, je, je, j'ai fait le pari en refusant dans mon propre chemin de vie des situations qui allaient limiter ma force d'impact, donc par des ruptures. Hein, j'ai quand même, enfin, j'ai aussi un diplôme de conservateur de bibliothèque, donc je suis passée du public au privé en France dans le domaine des nouvelles technologies, puis de la France aux États-Unis dans le domaine du multimédia. Puis j'ai osé, suite à cette épée, enfin ce verdict qu'un médecin a posé sur moi en me disant on n'avait plus que 3 mois à vivre, j'ai osé partir, créer une profession qui n'existe pas. Hein, enfin, c'est celle que je fais aujourd'hui. Je me souviendrai toujours d'un expert comptable quand je me suis mis à mon compte au nom de ces disciplines chinoises, qui m'a dit Madame, avec le parcours que vous avez, mais on ne sait même pas ce que c'est que ce dont vous parlez. Restez plutôt chez vous à élever vos enfants. Et moi qui n'avais jamais que travaillé, je lui ai dit bon bah écoutez, je pense que, enfin, j'ai changé de comptable. Vous voyez, là, il y a eu une force qui est certainement personnelle, mais mon propos, il est le suivant. Cette force qui m'anime n'est pas simplement un privilège que j'ai. Je suis pas si unique que ça. Hein. Donc, ce que je fais, c'est que je cherche à partager. C'est pas que je cherche, parce que j'ai quand même 25 ans d'accompagnement, hein, mais je pose un discours qui est pragmatique, mais qui est aussi optimiste, à un moment donné où je vois un grand nombre de personnes se laisser, je vais oser, hein, bon, se laisser enfariner par un discours limitant, qui semble ne jamais plus nous donner la main. Hein. Et donc du coup, pour moi, le titre vraiment merveilleux de votre podcast, hein, la question d'audace. L'audace, normalement, on pourrait se dire, c'est des situations extraordinaires, on a le courage de braver les obstacles, etc. Or, pour moi, l'audace, là, elle a à redevenir quotidienne. L'audace de dire non, de continuer à travailler au sous-sol sans fenêtre, moi ça me va pas. Peut-être qu'on ne peut pas changer l'entreprise qui impose ça à ses employés, mais arrivent toujours dans nos vies des moments que moi j'appelle des moments d'aiguillage. Hein. Et le choix ne peut pas être qu'un choix matériel. C'est-à-dire en termes de salaire, en termes de ceci, parce que bien souvent, le choix matériel, ou en tout cas d'une supposée sécurité matérielle, est un choix qui met en danger nos forces de vitalité. Donc l'audace, pour moi, elle est, enfin, ou des exercices, mes ouvrages sont au service d'une audace quotidienne, permettant aux personnes non pas de faire la révolution, non pas de se retrouver du jour au lendemain sans rien, mais en comptant sur le temps, en augmentant notre capacité de vigilance aux signes. Bon, un corps qui a mal,
une fin de réunion ou une systématisation de situations de poids sur la poitrine ou de sentiments de dépression après certaines réunions, de conscientiser ça comme étant ce que c'est, des anomalies sur notre parcours. Donc, que voilà. Et une chose que je voudrais encore dire, c'est que ce que je constate, ce qui est vraiment très occidental, hein, c'est d'abord une capacité au tout ou rien et l'idée que une difficulté avec la patience. Les grands changements, y compris de vie, moi j'ai mis 39 ans avant de pouvoir vivre près de la mer. Hein. Au début, je prenais des bains. Je refusais de vivre dans des lieux où il y avait pas de baignoire parce que c'est ça qui me rapprochait déjà de ce dont j'avais besoin. Mais en fait, nous ne comptons pas assez sur l'efficacité du temps qui, bien évidemment, ça prend du temps pour changer d'orientation, pour se trouver complètement à l'aise entre Paris et la province, et cetera. Mais avec le recul, quand enfin on est installé dans un lieu, dans une situation qui n'est plus énergivore, et on regarde sur les années précédentes, excusez-moi, mais que l'on mette 1 an ou 2 ans à y arriver, quand on y est, ça valait vraiment le coup de l'attente, qui en fait est une attente active. Donc moi, c'est la politique Bien. des petits pas. Votre message tombe à point. Alors c'est sans doute le fruit d'un long parcours, d'une longue réflexion, d'une vraie maturité. Moi, je suis persuadée qu'il va faire beaucoup de bien à plein de gens. Alors je rappelle son titre, c'est Debout, la force de s'incarner. Et c'est aux éditions Mama Édition. Voilà, moi je souhaite que votre message diffuse au maximum parce ça fait du bien de vous écouter. Voilà, on va le dire de cette façon-là. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup Marie-Pierre et puis je vous souhaite bonne route. Ben, merci et puis, lâchez pas la barre non plus, hein, parce que là, vous tracez la route là, hein. Merci à vous. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.